On a Paul Valéry dans son bureau. Le peintre Bonnard devant sa maison au Le Canet. Une photo de... Comment s'appelle-t-elle? Qu'on en parle tellement. Duras, Marguerite, femme de lettres. Des livres. Un barrage contre le Pacifique, Hiroshima mon amour, L'amant. Des films. India Song, Le camion, Nathalie Granger. Viens, je me souviens de tout, tu vois, de ce bateau si beau, de cette couleur rouge qui portait les bagnoles natives de Charleville, natives des Sénégal, vers les Abyssinies et les Colorado. Le 3 juin 1991, Marguerite Duras me donnait son dernier livre, L'amant de la Chine du Nord, dédicacé pour la première fois. Elle disait « Pour mon ami Dominique Auvray, en souvenir d'une merveille entre toutes, celle d'un passé récent encore, quand on travaillait ensemble au cinéma. » Tu vois, de ce bateau marchand, de cette couleur noire. Ce portrait, pour l'approcher, comme elle était, rieuse et sérieuse, vraie et provocatrice, mais avant tout jeune et libre. Les chemins de fer vers la Californie, ce n'étaient pas eux, c'étaient les Chinois. Non, eux, ça doit être des routes, des ponts, des ports qu'ils ont fait. Viens, je me souviens de tout, tu vois, des noms de Santiago et de Colorado, des équipages anglais, du vent vers les Comores, toutes voiles dehors, dans l'obscurité bleue. De quoi qu'on causait? Je sais pas. Et moi, je propose qu'on mette l'air de Agatha. Non. Moi, je propose que non. Parce que si on met l'air d'Agatha, on va vous entendre avec cette espèce de transistor pourri. Non. Qu'est-ce que j'ai fait le malheur de vous? On a déjà eu hier, on n'entend rien. On va être On entend. libre. Ça. Comme vous voulez. Maman, je voudrais te poser une question. Mais vas-y. Tu as parlé du désir dans l'amour. Non, je n'ai pas parlé cette fois-ci. Non. L'amour. Dans mes livres, oui. Parlons de l'amour. Oui, alors. Peut-être tu t'en es pas encore aperçu. Tu as parlé de toutes les formes d'amour qui existent. Une dont tu n'as jamais ni fait un film ni fait un livre s'appelle l'amour maternel. Pourquoi? J'ai parlé beaucoup de l'amour maternel, puisque c'est le seul amour que je connaisse comme étant inconditionnel, absolument. C'est très bien. C'est celui qui ne cesse jamais, qui est à l'abri de toutes les intempéries, de tout. Il n'y a rien à faire, c'est une calamité. C'est la seule calamité du monde, c'est l'amour maternel. Bon, ça ne cesse jamais. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux tuer 10 personnes, tu peux être un satyre,
Le hurlement de douleur. Les cris de quelqu'un qui veut pas. Une voix qui chantait la neva, la neva, neva. Celui qui est là maintenant et qui dort, celui-ci tout à l'heure a ri. Il a ri à une girafe qu'on venait de lui donner. Il a ri et ça a fait un bruit de rire. Il y avait du vent et une petite partie du bruit de ce rire m'est parvenue. Alors j'ai relevé un peu la capote de sa voiture. Je lui ai redonné sa girafe pour qu'il rie de nouveau. Et j'ai engouffré ma tête dans la capote pour capter tout le bruit de rire. Du rire de mon enfant. J'ai mis l'oreille contre le coquillage et j'ai entendu le bruit de la mer. L'idée que ce rire était dispersé dans le vent, c'était insupportable. Je l'ai pris. C'est moi qui l'ai eu. Parfois, quand il bâille, je respire sa bouche, l'air de son bâillement. S'il meurt, j'aurais eu ce rire. Je sais que ça peut mourir. Marguerite, vous me disiez un jour que votre mère était plus près de n'importe quelle paysanne vietnamienne que des femmes de la société blanche. Oui. D'abord, c'était une paysanne. Elle était d'origine paysanne. Elle avait fait l'école normale d'institutrice. Elle était en boursière, mais ses parents étaient fermiers dans le Nord. Et ensuite, du fait que nous étions très très pauvres, qu'elle avait un emploi tout à fait... parmi les derniers là-bas, voyez. Avec les douaniers, les postiers, c'était les instituteurs d'école, des écoles indigènes, les derniers blancs. Elle était beaucoup plus proche des Vietnamiens, des Annamites, que des autres blancs. Je n'ai que des amies vietnamiennes jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai eu cette chance d'être reléguée au rang des indigènes. C'est pour ça que j'ai écrit, je pense aussi. J'ai pu soulever tout ce que ça recouvrait. C'est une très grande force chez un enfant. Cette liberté que donne la pauvreté. Je peux dire la misère à certains moments. Au bout de 20 ans de fonctionnariat, de travail, elle a acheté un lotissement au Cambodge. Une concession. Ce qu'on appelle une concession. Oui. Et on lui a donné, on a vu cette femme arriver seule, veuve, sans défenseur, complètement isolée. Et on lui a collé une terre incultivable. Elle l'ignorait totalement qu'il fallait donner là, passer de l'argent aux agents du cadastre pour avoir une terre cultivable. On lui a donné une terre, c'était pas une terre, c'était une terre envahie par l'eau pendant 6 mois de l'année, quoi. Et elle a mis là-dedans 20 ans d'économie. Elle a donc fait construire ce bungalow, elle a semé, elle a repiqué le riz. Au bout de 3 mois, le Pacifique est monté et on a été ruinés. Elle a perdu la raison. On a cru qu'elle allait mourir. Je crois que c'était de colère, à vrai dire, qu'elle voulait mourir, qu'elle était en train de mourir lorsque les barrages se sont écroulés. De colère, d'indignation. Évidemment, ça nous a terriblement marqués.
C'est encore, je ne peux même pas encore en parler calmement. Voyez. L'injustice a été accomplie totalement. On a le sentiment à vous lire que l'écriture peut être vécue comme vengeance. On écrit comme ça d'abord. Tous les gens. Il y a un procès derrière. Même quand c'est une histoire d'amour. C'est le mobile le plus fort, le plus courant. Un règlement de compte. Alors ce qui arrive, c'est qu'à mesure que le livre court, on change de route. Et on peut arriver à une chose tout à fait différente. Et le désir de vengeance demeure en vous aujourd'hui? De l'injustice, oui. Je suis politique à cause de ça. Et jamais je changerai. Tout vient de là. Le communisme, oui. Je suis encore communiste. Mais je sais que c'est fini. Que ça n'arrivera jamais. Parce que c'est impossible que ça arrive. Ça ne sera jamais possible. Et alors? On avancera comme ça. Comme on fait. Avec des guerres, par-ci, par-là. Des changements de régime. Puis cette masse populaire, infinie, dont tout le monde se fout. Cette masse de misère. Il y a des comme ça, des arrêts dans ma vie, des événements extérieurs qui vont complètement changer. D'abord, cette misère généralisée. Celle dont ma mère a été victime. Et puis la dernière guerre. Les Juifs. Jamais, jamais je ne m'en remettrai. Et je suis sûr que ma dernière pensée avant la mort sera celle-là. Je ne peux pas, du tout, surmonter cet obstacle. Et mon effarement total, là. Ma plus grande surprise, c'est que 99% des gens n'y pensent jamais. J'ai passé mon enfance au bord de la mer, en Indochine, au bord du Pacifique, avec ce frère, au Cambodge et puis ensuite en Cochinchine. Et l'idée de mon frère est liée à celle de la mer. J'avais 2 frères. Le premier, on a été peu ensemble, étant enfant. Comme ma mère ne pouvait pas nous élever tous les 3, après la mort de mon père, l'aîné était resté en France pour faire une école d'électricité, je crois. Elle avait gardé les 2 petits avec elle. Vous comprenez, elle était tellement en proie au désespoir qu'elle était occupée par ce désespoir et que nous étions d'une liberté totale. Je n'ai jamais vu des enfants aussi libres que nous. Que nous sur les terres du barrage. Que mon frère et moi. Celui qui s'appelle Joseph dans le livre. Elle ne pensait plus à ses enfants, je crois. Alors on se sauvait, on s'est parti des journées entières. Pas dans les arbres, mais dans la forêt. Sur les rivières.
sur les racks, ce qu'on appelle les racks, ces petits torrents qui descendent vers la mer. On chassait. Ça fait des enfances très différentes de celles d'ici. Mais on était plus des Vietnamiens, vous voyez, que des Français. C'est ça que je découvre maintenant, c'est que c'était faux, cette appartenance à la nationalité française. On parlait, nous, le Vietnamien, comme des petits Vietnamiens. On ne mettait jamais de souliers, on vivait à moitié nu, on se baignait dans la rivière. Ma mère, elle, bien sûr, non. Elle n'a jamais parlé le vietnamien, elle n'a jamais pu l'apprendre, c'est très difficile. J'ai passé mon bac avec le vietnamien. En somme, j'ai appris que j'étais française, vous voyez. Ma mère me le répétait souvent, vous qui êtes française. Un jour, elle est allée à Saigon, elle a ramené des pommes rainettes. Je ne sais pas comment ils appellent ces pommes rouges. Et elle nous a forcé à en manger, on ne pouvait pas les avaler. C'est que c'était du coton, que ça ne se mangeait pas. On ne pouvait pas manger de la nourriture française. J'ai fait une sorte d'anorexie, moi, j'avais 10 ans, à Phnom Penh. On me forçait à manger des beefsteaks, je vomissais les beefsteaks. On était de là-bas, de la brousse, vraiment. C'était pendant qu'elle faisait la sieste qu'on volait les mangues. Pour elle, les mangues, certaines mangues trop vertes, étaient mortelles. Dans le gros noyau plat, parfois, logeait une bête noire qu'on pouvait avaler et qui, avalée, s'installait et rongeait l'intérieur du ventre. Elle faisait peur, la mère, et on la croyait. Mais pour les mangues, non, elle était moins forte, et on désobéit, et lorsqu'elle nous retrouve après la sieste, dégoulinant du jus poisseux, elle nous bat. Mais on recommence, on a toujours recommencé. Mon seul parent, ce petit frère agile, si mince, aux yeux bridés, fou, silencieux, qui à 6 ans monte dans les manguiers géants et à 14 ans tue les panthères noires de la rivière de la chaîne de l'éléphant. Enfant, que d'amour pour toi, petit frère mort. Non, elle n'avait pas l'appétit forcené des mangues, et nous, tandis qu'elle dort, dans le silence fabuleux des siestes, on se remplit le ventre d'une autre race que la sienne, elle, notre mère. Et ainsi, on devient des anamites, toi et moi. La seule chose claire, évidente, on n'est pas les enfants qu'elle a souhaités. Non, ça jamais, je vous dirais de venir chez moi, ça non. Non, à l'article de la mort, au cœur de la solitude, oui. Ah, mon petit, ah bah non, allez, dites donc. Moi, j'étais institutrice, hein. Alors j'ai mon parler à moi. Oui. Eh ben, jamais plus, je ne vous dirai de venir, jamais plus, puis c'est tout. Mais écoutez, madame, vous répétez tout le temps la même chose, à la fin. On pourrait parler d'autre chose tout de même, non? Vous croyez pas? Ah, bah, dites donc, hein. Moi, si ça me plaît de répéter tout le temps les mêmes choses, c'est vrai, ça, de répéter les mêmes choses que je veux. C'est tout de même incroyable. Dites-vous bien que si je suis là, c'est pour la forme. Parce que j'ai bien voulu venir voir mon fils avant de mourir, puis rien d'autre, hein, c'est tout. Plus rien, plus d'autres devoirs, et bien que le monde s'écroule à l'Eoust. Le personnage de Madeleine dans Savannah Bay me fait beaucoup penser à la mer du barrage contre le Pacifique. Mais moi aussi, j'y pense. Pratiquement tous les jours. Je vous ai raconté cette histoire quand elle jouait le rôle de ma mère, donc dans Les Journées entières dans les arbres. Un jour, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, écoute, je vais venir chez toi, c'est pas la peine de le dire, ça à Jean-Louis, ni à personne. Et je voudrais simplement que tu me dises quelque chose sur ta mère et que tu me montres des photographies. Parce que tu comprends, je vais voir Saint-Laurent, moi je suis sérieuse, moi. Il faut que je vois les choses. Elle est venue, je lui ai montré des photographies de ma mère, je lui ai dit à peu près comment elle s'habillait. Elle avait des souliers plats, des bas de coton, des cheveux tirés. Enfin, des choses comme ça. C'est la fille d'une fermière du Nord, je suis allée jusque-là, qui était violente, en même temps pleine de générosité et tout. Bon, elle est repartie avec ça. Elle a vu 3-4 photos, elle est repartie avec ça.
Et moi, quand je suis venue voir la pièce, et qu'elle est entrée sur la scène, j'ai eu un choc. J'ai cru que je voyais ma mère. Bien. Oh, bien. Oh non. Bien. Je voulais te dire que je ne veux de bien à personne qu'à toi. Quel bien? Je te veux immortel. Toi seul. Immortel pour rien. Hélas. Il n'y a que toi que j'aime. Je sais. Ma mère avait pour mon frère aîné une préférence évidente, dont nous avons souffert, mon deuxième frère et moi. Et comme ça reste agréable et vaste, hein? Et ce fils, bien, nous ne l'avons jamais remplacé. Il a toujours été le fils. Le fils, l'enfant. Elle m'aimait bien, remarquez, elle m'aimait, mais un peu moins que... Elle nous aimait bien, mais un peu moins que lui. C'est curieux. C'est très joli comme elle nous appelait. Elle disait, voilà mon fils aîné. Voilà mon second fils. Et voilà ma petite misère. Et c'est moi. Moi, je trouve ça ravissant. Quand je suis venue en France pour entrer à l'université, puisqu'il n'y en avait pas en Indochine, et que je me suis donc séparée de ma mère, j'avais 18 ans. Rien ne faisait que je ne pleure pas presque tous les jours en y pensant. Je m'ennuyais à 18 ans, physiquement, de ma mère comme une petite fille. Madeleine, oui, c'est aussi ma mère. Ma mère de théâtre. Mets-la fort, la musique. Encore. Ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Retournez-vous et regardez vers nous. Regardez un peu par là, par là. Et puis après, vous repartirez. Non, regarde d'abord, Madeleine, quand tu as arrêté. Fais un premier regard comme ça, puis après repars. Car je n'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. C'est une promenade. Voilà. Donne la musique, Philippe. Fort, qu'elle n'entende pas ce qu'elle me raconte. Pas de main, laisse-la toute seule. Non, c'est là-bas derrière qu'il faut venir. C'est pas par là, c'est là-bas, par derrière, de là où vous venez. Marche, marche, Madeleine. En 1939, Marguerite se marie avec Robert Antelme. En 1943, elle devient la compagne de Dionys Mascolo, le père de son fils, Uta.
C'était Saint-Germain-des-Prés. On avait 25 ans, 27 ans. On avait trouvé un appartement, là, rue Saint-Benoît. C'est là que tout ce qui est arrivé de décisif dans notre jeunesse, dans nos sentiments, dans nos croyances, dans notre folie. C'est là que c'est arrivé. Le groupe de la rue Saint-Benoît. Duras, Antelme, Mascolo. Résistant avec Mitterrand, militant communiste fervent puis désenchanté et exclu. Résistance à nouveau contre la guerre d'Algérie en 1954, en 1961 avec le manifeste des 121. Les amis fidèles, Edgar Morin, Claude Roy, Elio Vittorini. Les amis de passage, Raymond Queneau, Georges Bataille, Michel Léris, Maurice Blanchot, Louis-René Desforêts. Dans son autobiographie, Claude Roy écrit « De cette ruche exaltée, Marguerite était la reine. Brutalité de chèvre, innocence de fleurs, douceur de chat. » La rue Saint-Benoît était extrêmement ouverte, ce qui fait que des gens arrivaient, pratiquement à toute heure, mais enfin dans l'après-midi, et puis ils s'installaient. Alors Marguerite les accueillait parce qu'elle avait un sens de l'accueil comme ça tout de suite. Bon, je ne sais pas si c'était du thé, du café ou des boissons, ou je ne sais pas quoi. Et voilà pas qu'on était tous à discuter, à moitié affalés, etc. Enfin, on s'aimait. Je crois que c'est ça au centre de ça. Je dirais que c'est un lieu de partage. Un lieu de partage et de réciprocité. Animé cependant par disons, je ne dirais pas une armature idéologique commune, mais par un projet d'avenir commun pour cette société qui sortait de la guerre et de toutes les horreurs qui ont été vécues. C'était ça, la rue Saint-Benoît. C'est un des souvenirs merveilleux que je garde. C'était Marguerite préparant dans sa cuisine, faisant cuire dans sa cuisine le riz que lui envoyait sa mère, qui était en Indochine, parce que n'oubliez pas qu'à cette époque, il y avait encore des restrictions alimentaire, et la mère, pour parler comme Marguerite, envoyait des sacs de riz assez impressionnants. Et alors Marguerite nous préparait la tambouille, et puis quand le riz ou les choses étaient en train, elle courait dans sa chambrette, là où elle avait sa machine à écrire, et puis elle tapait à la machine. C'était comme une maison initiale, quoi, de la première parenté, enfin, pour les enfants. Et ça, je pense que ça, peut-être même à titre de prémonitoire, ça nous a fait entrevoir ce que pouvait être le communisme. L'entente commune, quoi. À partir de la vie, tout simplement. Il avait une espèce de veste militaire. D'ailleurs, quand il la voyait entrer au Flore, Audiberti feignait l'horreur en disant « Oh, c'est la veste de la Tchéka », il disait ça en plaisantant. Et avec son côté très actif, remuant, et un jour, elle m'a dit très fièrement « Tiens, j'ai fait adhérer la concierge, Madame Fossé, au Parti communiste, parce que la concierge avait appris que les communistes avaient obtenu une retraite pour les concierges. » Et alors, Marguerite a placé une carte, comme on dit. C'était drôle, d'ailleurs. C'était une très brave femme qui n'avait qu'une seule dent. Et quand Marguerite montait les escaliers, elle ouvrait la porte. « Marguerite !» Et elle lui tendait le courrier. Elle a écrit une très jolie nouvelle qui s'appelle Madame Dodin, où elle raconte les conversations entre la concierge et le balayeur. C'est une charmante nouvelle qui est apparue dans les temps modernes. On a fait le pire. Le pire, c'est d'aller sonner chez les gens. En demandant si vous voulez acheter la Gazette du 6e. Alors, les hommes tapaient sur le plancher, très fort. Les communistes, pas de ça, ici, dehors.
On nous chassait comme ça avec des balais. Et en effet, on a parlé dans les marchés. C'est surtout moi, ça. Parce que les mecs qui fuyaient, même là-bas, c'était très dur. Maintenant, ça me fait rigoler. Parce qu'on a envie de tuer. Pas de ça ici. On a envie de tuer. Ça, c'est la merde, quoi. En 1955, Marguerite a déjà publié Les Impudents, La vie tranquille, Un barrage contre le Pacifique, Le marin de Gibraltar, Les petits chevaux de Tarquinia, Des journées entières dans les arbres, Le square. Entre deux livres, elle commence à écrire des articles pour France Observateur. Écrire des articles, c'était mon premier cinéma. Quand le dehors me submergeait, quand il y avait des choses qui me rendaient folle, outside, dans la rue, j'écrivais pour dénoncer l'intolérable de l'injustice. Et elle poursuivra cette activité de témoin subjectif pour le magazine de télévision Dim Dam Dom. Elles ne sortent jamais. Ah non. Elles ne sortent jamais. Ah non, elles restent toujours à l'intérieur. Toute leur vie. Ah oui. C'est terrible. Ah bah oui. Quand on arrive comme ça, qu'on les voit, on trouve qu'ils sont malheureux. Vous croyez qu'ils s'ennuient? Ben, ils ont une drôle de façon de faire l'aller et venue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'êtes jamais imprudent. Ah, il faut pas. Vous êtes tenté de l'être. Ah non, non, non. Non? Faut pas être imprudent, seulement parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Si on laisse une porte mal fermée ou comme ça, ceux qui sont à l'affût de trouver la sortie. Il me semble que je deviendrai imprudente. Enfin, que je suis tentée de devenir, vous comprenez? Quand on s'aperçoit qu'on est imprudent, il y a des fois trop tard. Il y a combien de femmes ici? À l'heure actuelle, 320 environ. Quand elles entrent là, Oui. ce sont des femmes comme les autres pour vous. Donc la faute est éloignée. Mais moi, je m'en occupe pas de la faute. Voilà, c'est de ça que je voudrais Mais vous moi, parler. je m'en occupe pas. Sur le plan des remords. Sur le plan des remords. C'est un bien ou un mal, le remords? Écoutez, j'avoue que je ne sais pas. Il faut quand même regretter. Si l'on a commis une faute, il faut tout de même regretter d'avoir commis la faute. Indispensable. Il faudrait. Écoutez, c'est mon point de vue à moi. Si j'étais détenue, si j'avais fait quelque chose. Est-ce que vous l'avez imaginé? Il une me fois, semble. Est-ce que vous avez déjà imaginé? Je l'imagine souvent. Vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte de temps en temps? Ah ben non, ça m'est jamais venu à l'idée, et heureusement. Je vous parle de l'envie. Ben, je n'ai jamais eu l'envie. Parce qu'à partir du moment où j'ai Alors accepté... vraiment, vous êtes une directrice de prison? Eh ben peut-être, après tout, j'en suis fière. Hein? Le jeu est politique. Ce qui est apolitique, c'est la perte de soi. La perte de sa colère en même temps que la perte de sa douceur. La perte de sa haine autant que celle de sa faculté d'aimer. Le bonheur de tous ne fait jamais le bonheur de chacun. Et le bonheur de chacun, ce n'est jamais le bonheur de tous. Le bonheur est une notion de l'individu. C'est une notion individuelle, individualiste. Et rien ne peut, en aucun cas, du point de vue de la société, en tenir lieu. Si mon bonheur, c'est de pisser contre les murs, tu comprends? C'est pas la société qui va régir ça. C'est une notion qui relève enfin complètement tragiquement de l'individu. C'est pas une notion donnée par la société. On a toujours traité depuis la Révolution, depuis Marx, et c'est ça le grand, même Saint-Just, même tout ça, tu vois, tous ces gens. C'est une notion complètement régressive maintenant. On sait très bien qu'elle n'a plus cours.
Le bonheur d'un ouvrier de chez Renault, c'est pas forcément le bonheur de l'autre ouvrier de chez Renault. Et du troisième ouvrier de chez Renault. Bien sûr. Et du quatrième ouvrier de chez Renault. Tu comprends? On peut donner des éléments. Bon, on peut donner des meilleurs salaires, c'est sûr. Bon, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais le bonheur, tu vas pas le créer de l'extérieur. Je suis absolument d'accord. Voilà. C'est une stupidité sociologique, mais essentielle. Décourageante complètement. Enfin, Bonsoir. Tu lis? Quoi? Qu'est-ce que je Tu lis des livres? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Lire une histoire ou la voir à la télévision? Lire une histoire. Tu préfères lire? Oui. Pourquoi? Parce qu'on lit soi-même. Et quand on regarde la télévision? C'est pas nous qui lit. Alors, Qui c'est? c'est le monsieur qui parle à la télévision. Ou la dame. Ou l'enfant. Et quand on te raconte une histoire, quand ta maman te raconte une histoire? C'est pas soi qui parle aussi, mais c'est notre mère qui parle. Alors c'est peut-être encore intéressant. Au début des temps, il y a eu des gens pour raconter et des gens pour les écouter. Ensuite, il y a eu des gens pour écrire et d'autres pour lire. Et puis, entre celui qui écrivait et celui qui lisait, il y a eu le livre. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un. Et je sais comme je sais que je ne suis pas encore morte. il y a des choses que je ne reconnais pas dans ce que j'écris, donc elles me viennent bien d'ailleurs. Je ne suis pas seule à écrire. Quand j'écris, mais ça, je le sais. La prétention, c'est de croire qu'on est seul devant sa feuille. Alors que tout vous arrive de tous les côtés. Ça vous arrive de vous, ça vous arrive d'un autre, peu importe, ça vous arrive de l'extérieur. Ce qui vous arrive dessus, dans l'écrit, c'est sans doute tout simplement la masse du vécu. C'est un mot qui n'est pas beau, ce vécu, mais bon. Je ne vois pas par quel autre mot le remplacer. Mais cette masse du vécu non inventoriée, non rationalisée, est dans une sorte de désordre qui est tous les jours un désordre originel. On est hanté par son vécu, mais il faut le laisser faire. C'est des émotions de cet ordre. Très, très subtiles, très profondes. Très charnelles, essentielles, complètement. Qui peuvent couver des vies entières dans le corps. C'est ça, l'écriture. C'est le train. Et l'écrit. Mais j'écris à cause de cette chance que j'ai, quoi, de mêler de tout. Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est parce que je n'ai pas la force de ne m'occuper à rien que je fais des films.
pour aucune autre raison. C'est là le plus vrai, je crois, de tout ce que je peux dire sur mon entreprise. Le Havre est clair, ça veut dire c'est beau. Il y a quelqu'un qui a dit il pleut. Jamais il a plu autant que dans l'été 80, dans le livre de Duras. Ça fait penser au truc de Robe Grillet. Robe Grillet disait il pleuvait. Il avait plu, il allait pleuvoir, il aurait plu, etc. Et le traducteur a dit il pleuvait tout le temps. L'équipe de télévision hésite. Darius, il est complètement équipé, moi ça me sidère. Mais on n'a pas froid, c'est un bonheur ce tournage. Tu parles de la flotte là? Ah oui, oh là là. Tu peux même dépasser les pieds, tu peux arriver jusqu'aux fumées du Havre, tu vois. Même jusqu'aux mouettes, tu regardes. On peut même les chasser. Mourir là, oui. La maison appartient à la femme. La femme est un prolétariat, enfin. Comme vous le savez, millénaire. Et la maison lui appartient de la même façon, enfin, qu'aux prolétaires, les instruments de travail. Il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Des femmes maladroites avec leur maison, qui la surchargent, qui l'encombrent, qui n'opèrent sur son corps aucune ouverture vers le dehors, qui se trompent complètement et qui n'y peuvent rien. Il y en a beaucoup qui sont de bonne volonté et naïves et qui croient qu'on peut résoudre la question du désordre en la remettant à plus tard, qui ignorent que ce moment-là qu'elles appellent plus tard, il n'existe pas et il n'existera jamais. Et il sera trop tard lorsqu'il arrivera vraiment. Que le désordre, c'est-à-dire l'accumulation des biens, doit être résolu d'une façon extrêmement pénible, par la séparation d'avec les biens. Je crois que toutes les femmes souffrent de ça, de ne pas savoir jeter, se séparer. J'ai jeté et j'ai regretté. Mais si on ne jette pas, si on ne se sépare pas, si on veut garder le temps, on peut passer sa vie à ranger, à archiver la vie. C'est souvent que les femmes gardent les factures d'électricité et de gaz pendant 20 ans, sans raison aucune que celle d'archiver leur mérite. Le temps passé par elles et dont il ne reste rien. C'est à force d'y être, peut-être, que la maison m'est apparue comme un contenant. C'est une vision que je traduis là. Vous voyez, c'est pas une idée. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. La sécurité, la famille, la douceur du foyer, etc., etc. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite. Toutes les humeurs suicidaires. C'est un tout, hein. C'est que les gens reviennent chez eux pour mourir d'habitude, vous voyez. Ils préfèrent mourir chez eux, ils préfèrent... dès qu'on est dans un certain marasme, on veut rentrer chez soi. C'est un lieu mystérieux, la maison. Voilà ce que j'ai à dire. Les femmes qui attendent qu'il y ait 3 prises de courant cassées, que l'aspirateur soit déboîté, que les robinets fuient pour appeler le plombier ou bien aller acheter des prises, eh bien, elles ont tort. En général, ce sont d'ailleurs des femmes délaissées qui font ça, qui laissent tomber, des femmes qui ont pensé que le mari devait s'en apercevoir et en déduire qu'elles sont malheureuses à cause de lui.
Ces femmes ne savent pas que les hommes ne voient rien dans une maison tenue par elles, puisque c'est une chose qu'ils ont vue pendant tout le temps de leur enfance, avec une femme qui était leur mère. Ils voient bien que des prises de courant sont cassées, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Tiens, les prises de courant sont cassées ». Et ils passent. Ou ils se diront qu'elle a ses raisons de ne pas aller acheter des prises de courant, ou de ne pas faire réparer l'aspirateur, et qu'il serait indélicat de lui demander lesquelles. Sans doute ont-ils peur de se trouver brusquement devant son désespoir, d'en être envahis à leur tour, terrassés. Je peux vous poser une question? Oui. Je me demande souvent, et j'aimerais bien, moi je n'ai pas de réponse encore. Vous me posez une question. Oui. Il fallait bien que ça arrive. Quelle différence, c'est une question très importante, vous allez voir. Oui. Quelle différence y a-t-il entre un homme et une femme? L'homme dure davantage. Il a plus d'assurance, parce qu'il dure plus. Est-ce qu'il y a des peurs Sa vie est plus longue. que les femmes ont, que les hommes n'ont pas? Est-ce qu'il y a des choses fondamentales comme ça, des différences fondamentales? La peur d'être dans le besoin, la peur de la misère, du fait que la femme se charge de l'économie des foyers en général, et sont certainement plus grandes. C'est tout. La peur du malheur. Non, il y a certainement d'autres choses. Lesquelles? La tristesse est du côté de la femme. La rêverie est du côté de la femme. La sorcellerie est du côté de la femme. Et la maternité aussi, bien sûr, mais est-ce que c'est... Et tout ça, c'est un tout, enfin. Ouais, la maternité, c'est un moi prolongé. Enfin, on s'aime soi à la folie dans la maternité. C'est pas moi qui ai donné cette définition. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez dans Michelet, la définition de la sorcière, parce qu'on tourne autour de cette idée depuis tout à l'heure, quand on parle des femmes. Michelet dit que l'histoire de la sorcière commence avec la femme seule. Vous savez que dans le haut Moyen-Âge, les femmes étaient seules dans les maisons, dans des petites fermes, dans la forêt, et que le mari était en guerre avec le Seigneur et qu'elles restaient seules des semaines et des mois. Et qu'elles ont commencé à parler aux animaux, aux plantes. C'est comme ça qu'ont commencé les sorcières. Il y a toujours un peu de ça chez la femme. Combien serait quelqu'un qui aurait tendance à parler finalement un peu toute seule, enfin? Oui, enfin, à ne pas en penser moins, en tout cas. Ça. Qui fait que, effectivement, lorsque ça m'est arrivé même d'interviewer des femmes, on se trouve devant des trésors cachés, même aux proches. Et vous, sur la scène, qui êtes-vous? Vous savez, c'est un peu comme un employé. Il rentre dans son bureau, il abandonne tout ce qu'il a à la maison, tous ses soucis, c'est une autre. On se compose une personnalité. Et quand on s'en va, le cabaret ferme les portes. Ou bien, si je le quitte, je quitte l'uniforme et j'essaie de redevenir moi-même. C'est un uniforme, la nudité? Oui. C'est un uniforme. Vous êtes célibataire? Oui. Vous ne voulez pas vous marier? Non. Vous ne voulez pas d'enfant? Non. Vous ne voulez pas d'appartement? Non. Il y a quand même plus de 10 ans que je ne vis plus avec personne. Et c'est ma vie la plus généreuse que j'ai eue, tu comprends? Et je m'aperçois maintenant
à une certaine distance que la vie de famille que j'ai eue, qui était charmante et délicieuse, et souvent très merveilleuse, et la vie la plus égoïste et la plus étroite que j'ai eue, et qui m'a fait le moins écrire, le moins dire, tu vois. C'est sûr, ça. C'est sûr, oui. Moi, je plains les gens qui sont en couple comme ça. Mais enfin, bon, on ne peut pas faire autrement que d'en passer par là. C'est impossible. Mais pour en revenir au... Ne baille pas. Ou aller vers... Mais oui, on m'a dit que tu avais peur que je baille. Mais écoute, je baille... Si tu bailles, je coupe. Mais non, tu me diras comme ça, Chaguetri, bye bye. Jamais, dans aucun cas, de faire de cuisine pour soi seul. Dire que c'est la voie physique, concrète, de l'acceptation de la solitude. Je pense que c'est ça le chemin qui mène à l'installation définitive du désespoir. De faire pour soi des pommes de terre sautées ou une omelette vietnamienne. C'est littéralement inconcevable. La nourriture est faite vraiment pour tout le monde. C'est comme la vie. Elle est vraiment faite pour tous. Pas la littérature. À Naufle, souvent, je faisais de la cuisine au début de l'après-midi. Ça se produisait quand les gens n'étaient pas là, qu'ils étaient au travail, ou en promenade aux étangs de Hollande, ou qu'ils dormaient dans les chambres. Alors j'avais à moi tout le rez-de-chaussée de la maison et le parc. C'était à ces moments-là de ma vie que je voyais clairement que je les aimais et que je voulais leur bien. Lentement, avec soin, je faisais la cuisine pour ces gens absents pendant ces après-midi-là. Je faisais une soupe pour qu'ils la trouvent prête, au cas où ils auraient très faim. Souvent les provisions étaient là, achetées du matin. Alors il n'y avait plus qu'à éplucher les légumes, mettre la soupe à cuire et écrire. Rien d'autre. On dit toujours s'il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Moi, ça prend des formes extrêmes. S'il n'y a pas de citron, il n'y a rien. S'il n'y a pas de thé, il n'y a rien. À la rigueur, il pourrait ne pas y avoir de pain. Mais s'il n'y a pas de pommes, alors il n'y a rien du tout, par exemple. Rien du tout. S'il n'y a pas de sauce indo-chinoise, je m'en vais, je quitte la demeure. Il y a une liste ici. Il y a une liste depuis 10 ans. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a comme produit? Sel fin, poivre, sucre, café, vin, pommes de terre, pâtes, riz, huile, vinaigre, oignons, ail, lait, beurre, thé, farine, œufs, tomates pelées, gros sel, Nescafé, gnoc mam, pain, fromage, yaourt. C'est-à-dire que j'ai un problème de superposition. Si je ne peux pas superposer 2 bouteilles d'huile, il n'y en a pas. Si je n'ai pas la bouteille qui attend que celle qui est en cours soit terminée, je n'ai pas d'huile. Je suis sans huile. C'est-à-dire que ça me rend la vie infernale. Je suis toujours obligé de vérifier 2 fois tout. C'est tout un truc arithmétique, quoi. C'est 1 égale 0. 1 plus 1 égale 1. C'est ça, l'équation. Enfin, le mode de calcul. C'est vrai, je suis comme ça. C'est un caractère malheureux, comme disait ma mère. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme qui est montée? Elle dit
Que le monde aille à sa perte, c'est la seule politique. Que le monde aille à sa perte, c'est la seule politique. Le monde est perdu. Ça n'a pas marché. C'est fini. Et je l'espère. Et ce basculement du monde dans l'horreur, dans la misère, jamais on n'est autant mort de faim. Hein? Il faut le rejoindre. On n'est pas contemporain de notre monde. Si vous voulez, il faudrait une catastrophe qui égalise tout ça. L'hégémonie de l'Occident, c'est terminé, c'est maintenant, le relais va être pris par des idéologies terrifiantes. Bon, et la seule façon de rejoindre le monde, de rejoindre la misère, de sortir de cette honte dans laquelle nous sommes, c'est de la rejoindre. Mais pas de façon mécanique, messianique, mécanique, on peut dire les deux choses. Non? De façon cosmique, que ça change, que la perdition soit partout. Si vous avez le Negresco et la plage, le Negresco plein et la plage pleine de campeurs, il y a 3 solutions possibles. Ou bien on chasse les campeurs, ou on chasse les gens du Negresco. Ou bien on met les gens du Negresco sur la plage et les campeurs dans le Negresco. Ou on rase. On rase tout, on met tout le monde sur la plage. C'est ce que je voudrais. Tout le monde sur la plage. On casse tout. Et on recommence. Voilà, je vais rentrer maintenant. Parce que je suis complètement frigorifiée. Je suis tombée dans la vase. On est tous tombés dans la vase. C'est beau ce que tu as fait? Je pense, oui. J'espère, du moins. Ils sont pas méchants, les chiens, monsieur. Ils sont pas méchants. Bon. Un oiseau est venu, c'est le merle moqueur, et il m'a demandé comment ça va ce soir. J'ai dit, on fait aller. C'est le merle moqueur, je suis passé comme ça, je te connaissais pas. Ah, enchanté, monsieur, et pourquoi moi ce soir? Pour te dire que je t'aime, pour te dire qu'il est temps. Pardon, monsieur, de quoi? C'est le merle moqueur. Plus payer ta maison, idem ton téléphone et tes contraventions. C'est le merle moqueur et tes impositions et l'alimentation. De plus les saluer, de plus rien voter, et de plus les entendre, et de plus rien entendre. Mais monsieur le moqueur, qu'allons-nous devenir? Il nous faut bien manger, boire et téléphoner. C'est le merle moqueur. Du téléphone, y en a à boire et manger aussi. N'avez qu'à chercher comme restez
un peu moqueur, chantez-moi la chanson. Pas tant à perdre, il me dit, faut que j'aille le dire aux gens, mon petit boniment. Combien de gens, monsieur? C'est le maire, le moqueur dans les 60 millions. Si tu veux un dessin, je peux te le faire aussi. Monsieur, je dis, c'est que moi j'ai compris, c'est pas trop tôt. Il dit, c'est le maire, le moqueur des cerisiers.